Du coup, merci Alexandra et Julien d'être là. C'est vraiment top de vous avoir. Pour celles et ceux qui sont là, est-ce que vous pouvez répondre à ces deux questions dans la chatbox, s'il vous plaît, nous dire si vous êtes déjà retrouvé dans cette situation et aussi qu'est-ce que vous attendez de ce webinaire. S'il y a une seule chose que vous attendez de ce webinaire, qu'est-ce que ce serait? Hop, je vous remets les questions. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans cette situation et qu'est-ce que vous attendez de ce webinaire? Du coup, moi, très rapidement, j'ai 5 ans en product dans plusieurs startups de l'écosystème à Paris, à San Francisco. J'ai plutôt un profil premier product manager parce que j'adore toucher à tout. Et depuis un peu plus d'un an maintenant, je fais du recrutement et de la formation de product. Donc, je dirige Maestro, qui est un bootcamp pour accélérer sa carrière dans le product management. On est en pleine 4e promotion et ça se passe super bien. Alexandra, si tu veux dire un petit mot sur ton parcours. Oui, bonsoir tout le monde. Donc moi, Alexandra Lou, je travaille aujourd'hui en tant que Head of Product and Technology, c'est un petit peu nouveau, Ouais. chez Deezer. Voilà, ça fait plus de 10 ans, presque 11 ans maintenant que je suis Product Manager. J'ai travaillé dans le B2B, B2B2C et maintenant uniquement B2C. Donc je suis ravie d'être là pour répondre à vos questions. Canon. Julien. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous. Julien Simoes. Ça fait presque 10 ans bientôt que je suis dans le recrutement. Je touchais un petit peu à un poste RH. Je travaille en France et au Canada. Je suis passé aussi bien par des grands groupes, comme vous pouvez le voir, des banques, IBM, que des boîtes un peu plus petites ou des scale-up comme Itch et Stuart. Et actuellement, donc, je suis chez Stuart depuis peu de temps, depuis décembre dernier, en tant que senior tech recruteur. Donc, je m'occupe principalement du recrutement sur la partie engineering, data science, product management, qui est le sujet du soir, et product design. Voilà. Canon. Et ben, on a la chance aussi d'être accompagné par Chris, qui est étudiant chez Maestro. Christophe. Oui, je suis étudiant chez Maestro. Moi, j'ai un passé un peu chaotique et là, je suis en reconversion de PM. Avant, j'étais en product marketing management dans une startup qui s'appelle Biosanté. Puis, j'ai fait du freelance en product owner et product manager dans une startup qui s'appelle Gandhi. Puis, j'ai été account manager chez Effilab, qui est une filiale de Solocal, qui sont les ex-Pages jaunes. Et ça fait un moment que j'essaye d'être PM et je me suis déjà essuyé des refus pour manque d'XP, donc je me sens particulièrement concerné par ce webinaire et je suis très content de l'animer avec vous et Mehdi. Perdu Mehdi. On a perdu Mehdi. Du coup, je vais lancer la première question. Donc, est-ce que vous pouvez par exemple nous raconter concrètement qu'est-ce que ça veut dire un recrutement de PM dans vos entreprises respectives? Comment vous répertoriez vos besoins et comment vous cherchez les candidats possibles? Oui, moi je peux commencer. Nous, de notre côté, alors pour expliquer un petit peu Deezer, on a une structure divisée en plusieurs startups égale tribe. Donc en fonction de la tribe, il y aura des spécificités, hein, soit des profils plutôt techniques, soit plutôt business, growth, soit plutôt très feature-centric. Donc, en fonction, on va définir le profil de product manager que l'on recherche avec effectivement, donc s'il y a des skills techniques particulières que l'on recherche ou une personnalité en particulier. Et ensuite, on a la chance d'avoir un département RH en interne qui va s'occuper justement du recrutement de ce PM. Et donc, en général, on a un pre-screen qui est fait par la RH. On a une étude de cas que vous connaissez tous, que nous, on fait en premier, puisqu'on pense que ce n'est pas forcément les diplômes et les expériences avant qui comptent, mais c'est plutôt la façon de se vendre et aussi ce que la personne a dans la tête, ce qui nous intéresse. Donc, on commence par l'étude de cas. Et ensuite, il y a 2 ou 3 entretiens en fonction avec d'autres PM, avec le hiring manager et enfin les niveaux du dessus qui sont le VP et le CPO. Okay. Et chez toi, Julien? Ouais, alors un peu comme Alexandra en termes d'organisation,
on va fonctionner un peu de la même manière, et je pense que dans beaucoup de boîtes de l'écosystème, ça se ressemble de plus en plus en tout cas. Après, quand on en vient au process en lui-même, moi, ça fait pas longtemps que j'ai rejoint Stuart. Il y a un process qui est en place qui, en fait, est divisé souvent en 5 étapes. Donc, la première, un entretien avec le recruteur ou la recruteuse. La deuxième étape, c'est un chat d'à peu près 1h30 qui est divisé en deux parties, 45 minutes avec 2 personnes de l'équipe produit pour aller un peu plus loin sur les soft skills, les hard skills. Et si cette étape est validée, il y a la fameuse étape du case study qu'en fait, on vous envoie. Vous avez 3-4 jours pour plancher dessus. Et ensuite, vous le présentez. C'est 20 minutes de présentation, à peu près 30 minutes de Q&A. Et vous présentez devant à peu près 3 à 4 personnes. C'est souvent un ratio 3 PM et une personne de l'équipe design. Parce que on trouve que c'est important vu qu'il y a vous travaillez souvent en binôme. Et avant la période sanitaire qu'on connaît actuellement, l'étape suivante, c'était de venir faire un lunch, un repas avec l'équipe. Quand je dis l'équipe, c'est l'équipe un peu étendue. Donc, rencontrer des account managers chez nous, quelqu'un côté data, un product analytics, côté dev aussi, pour que vous puissiez vous faire une idée de l'équipe, parce que ça marche dans les deux sens, les entretiens. Et ensuite, l'étape finale, si ça se passe bien, c'est de rencontrer le CPO, Chief Product Officer. Donc, c'est assez long, mais ça me semble assez classique dans ce que j'ai pu voir de ce qui pouvait se faire dans notre boîte. Non. Désolé, je t'ai coupé. Et désolé, mon ordi a sauté tout à l'heure, donc j'ai pas pu vous donner un petit peu le programme, mais très rapidement, en gros, là, on va faire une passe un peu générale sur comment ça se passe, le recrutement, mais côté recruteur, derrière le rideau. Ensuite, on va parler des vraies raisons derrière une réponse, derrière une phrase comme celle-là. On va essayer de décortiquer ce qui relève du mythe, ce qui relève de la réalité, et les raisons, et on finira par un peu un best practice et un bad practice sur décrocher le poste step by step. Du coup, j'enchaîne. J'imagine que quand vous postez sur, respectivement chez Deezer, Stuart, un nouveau poste de product manager, que ce soit sur Welcome ou sur LinkedIn, vous recevez des tas de candidatures, des tas et des tas de candidatures. Juste en un chiffre, le dernier, c'est combien de candidatures, Alexandra? 696. Et toi, Julien? J'en ai pas là chez Stuart, donc je vais le poster, mais chez Itch, le dernier chez Itch, c'était combien à peu près? Chez Itch, rapidement, tu peux avoir en l'espace de moins d'une semaine 80 candidatures. Ok, donc on est sur c'est quand même un bon ratio. Et voilà, et quand tu as 696 candidatures, on va essayer de faire un travail d'empathie. Quand tu as 696 candidatures, même une centaine de candidatures, franchement, combien ça te prend de temps de regarder une candidature? Qu'est-ce que tu regardes en priorité? Alors, je t'avoue que ce n'est pas moi qui fais le pré-screening, c'est vraiment une personne DRH qui, sur la base du cahier des charges qu'on lui a donné, va faire ce pré-screening de 696 postes. Désolée si vous entendez mon fils par avance. Du coup, donc, on a une personne qui fait ça et qui va en fait filtrer les candidatures en fonction donc, de ce qu'on demande. Typiquement, si on demande une personne qui va avoir entre 3 et 5 ans d'expérience, effectivement, la personne fera un focus sur cette partie-là et sur les 3 à 5 ans d'expérience. Si on demande quelqu'un qui soit spécialisé en intelligence artificielle, elle va rechercher quelqu'un, par exemple, qui aura ces spécificités-là dans son CV. Donc, il y aura un pré-screening qui va être fait et moi, je pense que je dois en voir à peu près une quinzaine sur lesquelles elle me demande qu'est-ce que tu en penses, lesquelles souhaites-tu éventuellement rencontrer et lesquelles souhaites-tu voir lors d'un use case. Ça fait 2%. Hein. Ouais. Mais après c'est le but du recrutement. Concrètement, quand tu fais du recrutement, tu passes plus ton temps à dire non que oui. S'il y a un poste, il y aura beaucoup de gens qui vont candidater et il n'y aura qu'un ou une seule élue, quoi. Et c'est assez compliqué et c'est pour ça qu'il ne faut jamais aussi le prendre personnellement, quoi.
ça arrive de ne pas matcher exactement ce qu'il faut. Ça ne remet pas en cause la qualité de la personne qu'on est. Après, je pense que sur les candidatures, ça peut s'accumuler parfois. Ça dépend des boîtes. Ça peut une boîte comme Deezer qui a une vraie marque. En une semaine, je pense que tu peux vite atteindre des chiffres assez importants. Et en tant que recruteur, de l'autre côté, tu te fais déborder. Mais quand on sait ce qu'on veut, qu'on a bien calibré le besoin, normalement, en tant que recruteur avec la personne qui recrute, le hiring manager, un CV, je crois qu'en moyenne, j'avais vu une data, je ne sais plus où, désolé, mais c'est en moyenne 6 à 7 secondes par CV. Rapidement, on arrive à analyser si ça va coller ou pas. Donc c'est sûr que même s'il y a beaucoup de candidatures, ça va assez vite normalement pour les traiter. Moi, par exemple, tous les jours, tous les matins, la première chose que je fais, c'est que je veux que mon ATS il soit propre. Donc les gens qui ont candidaté, je veux qu'en 48... C'est quoi ATS? Un ATS, ouais, désolé, c'est Applicant Tracking System, c'est un logiciel de gestion des candidatures. Donc, toutes les candidatures qui rentrent, ouais, elles arrivent dans cet ATS, ce logiciel, et du coup, on les traite. Il n'y a pas de robot, il n'y a pas de... Il faut enlever le mythe du truc. Tu mets des mots-clés et le logiciel gère tout seul. Il t'envoie un scud. Non, c'est bien Julien ou la collègue d'Alexandra au RH qui va regarder les CV. Donc, c'est pour ça que parfois, ça prend du temps. Mais normalement, si on arrive à s'organiser, tous les jours, sous 48-72 heures, tu dois être capable en tant que recruteur de donner cette réponse. Parfois, tu as un petit peu plus de difficultés quand tu es dans des grosses boîtes où le volume, tu te fais ramasser si tu as énormément de postes en même temps sur lesquels où tu bosses et c'est compliqué. Mais voilà en gros comment ça se passe côté derrière au niveau des candidatures entrantes. Ouais, et sur les quelques candidatures que tu vas regarder, du coup, si j'analyse un petit peu ce que vous dites en substance, c'est qu'au départ, en vrai, ce qu'on regarde, c'est un espèce de matching entre, au niveau du profil, quoi. Est-ce que la personne a le profil qui correspond, plutôt qu'au niveau, je sais pas, des missions que la personne a pu accomplir par le passé. De toute façon, c'est difficile de le savoir au début. Tout à fait. Mais une fois que tu passes cette étape-là et que tu as, je sais pas, une 15-20 de CV sur la table, qu'est-ce que tu vas regarder sur la personne? Qu'est-ce que tu vas regarder en priorité? Alors moi, je vais regarder l'histoire qui est racontée au travers du CV, c'est-à-dire comment s'articulent les différentes expériences, qu'est-ce qui est mis en avant, même au niveau des hobbies, des passions, enfin de ce genre de choses, je regarde énormément parce que ça en dit long sur une personne. Donc, j'accorde beaucoup d'importance à aussi la façon de présenter. C'est soigné, organisé, donc ça va déjà être un signe que la personne est carrée et organisée aussi dans son travail. Et la manière de présenter ces expériences aussi, quels sont les points qui vont être mis en avant. Est-ce qu'il y a vraiment un storytelling derrière ce qui est fait? Est-ce qu'il y a des chiffres qui sont utilisés? En quoi ils ont contribué à impacter la société où ils étaient? Et puis être capable de mettre en avant ses compétences très simplement aussi et d'écrire ce qu'on recherche. Ouais, complètement d'accord avec Alexandra. Moi, c'est vraiment le contenu. L'erreur que je vois le plus souvent sur un CV, c'est des gens en fait qui copie-collent une fiche de poste. Si moi, par exemple, je suis recruteur, je ne vais pas mettre sur mon CV que je fais du sourcing, que je fais passer des entretiens, que j'améliore des process, parce que c'est le job d'un recruteur. Mais ce que la personne veut voir sur mon CV, c'est quels ont été mes résultats. Donc, est-ce que j'ai bien envoyé quel est le taux de retour des emails que j'envoie aux candidats que j'approche, combien j'en recrute, en combien de temps je fais le process. Et ben pareil pour un PM, je sais ce que fait un PM au quotidien, mais quel a été en fait ses résultats obtenus, comment il bosse, peut-être sa méthode, etc., les features sur lesquelles il a travaillé ou elle a travaillé. Ça, arriver à en faire un petit storytelling ou un petit paragraphe d'une ou deux lignes où on arrive très rapidement à comprendre que la personne fait des choses et qu'elle arrive à certains résultats, ça fait vite la différence. Il y en a en fait qui se contentent ils ont bossé dans des boîtes avec une culture produit
mais en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'ils ont fait. Et je trouve que c'est assez dommage. C'est un peu pénible à faire, c'est un exercice un peu compliqué de résumer ce qu'on a fait peut-être pendant 1 an, 2 ans, 3 ans en 2-3 lignes. Mais ça fait énormément la différence pour la personne en fait, qui relit le CV, quoi. Donc, si je résume bien, c'est cohérence un petit peu au sein du CV et puis adéquation avec le poste. Mais bon, ça, normalement, le screen, il est fait là-dessus. Impact plutôt, un CV orienté impact plutôt qu'orienté j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ouais. Et la forme aussi, là où on voit des CV de gens monstrueux, mais des CV dégueulasses. Oui. Ça fait un peu la différence. Et au niveau du LinkedIn, est-ce que vous regardez le LinkedIn? Est-ce que vous avez stalké les gens sur LinkedIn? Bon, j'imagine, c'est pas stalké, c'est public de toute façon. Et qu'est-ce que vous regardez? Oui, moi je regarde parce qu'en général on pourrait en mettre un petit peu plus sur LinkedIn, donc je regarde ce qu'il y a en plus sur le CV. Je regarde aussi si parfois il y a des commentaires de la part d'anciens collègues, etc., ou des collègues actuels, des références en fait, ce qui est dit sur la personne et ça me donne aussi une meilleure idée de qui est la personne qui est en train de postuler. Et au niveau de la description aussi, j'aime bien regarder la description et voir si de manière synthétique ils sont Petit capables. titre là-haut, la Ouais, description d'une personne, ouais. c'est ça, ouais. Et voir s'ils sont capables de façon synthétique, etc., d'expliquer en 4 mots ce qu'ils sont capables de faire et aussi ce qu'ils ont fait et ce qu'ils cherchent. Moi, ce que je trouve intéressant aussi dans les CV, c'est en plus de dire ce qu'on a fait, au lieu de tourner ça vers le passé, c'est de tourner ça vers le futur. En gros, qu'est-ce que je peux présenter dans mon CV et qui va me permettre de correspondre à ce que je vais vouloir faire dans le futur, sans mentir, mais en étant capable de mettre en avant ce sur quoi je suis capable de travailler parce que je l'ai plus ou moins fait d'une certaine façon. C'est un super tip, ça. Ouais, Pas le passé, le futur. Assez d'accord avec Alex pour le coup aussi. Sur LinkedIn, forcément, j'y passe pas mal de temps aussi. Il y a beaucoup de candidats qui postulent via LinkedIn, donc ils ne refont même pas leur CV. LinkedIn, c'est leur CV en ligne. Donc on va dire, je ne veux pas regarder plus de trucs sur LinkedIn que sur un CV, mais c'est vrai que la partie summary, le petit résumé en haut, c'est souvent assez intéressant. Ça te donne l'opportunité de mieux expliquer si tu n'as pas envie d'écrire en détail dans chaque expérience, de savoir en un petit paragraphe qui tu es, qu'est-ce que tu as fait. Et ça peut être aussi des fois des trucs en dehors du travail. Il y en a qui mettent un petit peu leur perso. Je trouve ça c'est assez cool et ça, j'aime bien le regarder. Yes, ok. Et justement, en parlant de ça, est-ce qu'il y a, je sais pas, des points qui sont un peu rédhibitoires, en fait, où tu les vois, tu te dis, bon, next. Typiquement, je sais pas, moi, je recrute un PM, je vois quelqu'un sur son LinkedIn, il y a écrit Rainbow Maker avec un arc-en-ciel, je next direct, quoi. Oui, effectivement. Ou même celui qui ne prend même pas la peine d'écrire au moins 3 phrases. Parfois, il y a juste une phrase avec un point. Là, tu te dis, bon, bah, ce n'est pas quelqu'un qui pousse beaucoup la réflexion et qui essaie beaucoup de se vendre, en fait. On ne demande pas des grands pavés, mais moi, en tout cas, je ne demande pas des grands pavés, mais au moins d'avoir 3-4 lignes qui décrivent la personne. Ouais, et puis on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. On passe pas, enfin, on n'a pas le temps de passer 4 minutes par CV, vu le nombre de candidatures. Donc pour attirer l'œil, il vaut mieux pas se réinventer un titre. Rainbow Maker, j'aurais pas envie d'aller voir, mais si en plus de Rainbow Maker, il n'y a pas, il y a pas écrit un petit paragraphe sur vraiment ce que la personne a fait pour que je refasse le lien, ça va next potentiellement plus rapidement qu'un autre CV. Donc, il faut faire cet effort d'essayer de faire matcher au mieux les expériences qui sont en adéquation avec le poste sur lequel vous postulez. Parfois, il y a un petit écart, mais il y a des choses que vous avez pu faire avant qui peuvent avoir de l'importance et qui peuvent être transverses pour votre futur poste. C'est ça qu'il faut travailler pour ce CV-là. Généralement, il faut essayer de customiser entre guillemets le CV pour chaque boîte. Pendant qu'on y est aussi, il faut essayer d'éviter d'envoyer 100 CV et de se dire j'ai pas eu de réponse. Ça veut dire que c'était pas qualitatif, c'était du batch et que le CV il devait pas matcher la bonne expérience, la bonne boîte.
concentrez-vous sur les 15 boîtes qui vous donnent envie. Prenez le temps de mettre en avant les expériences qui matchent pour chaque CV. Parfois, c'est juste une ou deux phrases à changer. Mais ça, souvent, ça va faire la différence. Et ça va sûrement faire en sorte que, en termes de pourcentage de réponses positives pour passer le premier filtre, ça risque d'augmenter fortement. Ok. Je propose qu'on fasse un petit jeu avant de passer à une phase un peu conseil. C'est que je vous donne des assertions. Vous me dites si c'est derrière la phrase désolé, votre profil n'est pas assez expérimenté. Enfin, ou plutôt de manière générale, autour du recrutement de product, je vous donne des assertions et vous me dites si c'est un mythe ou si c'est une réalité. Et vous me dites pourquoi, en une phrase. Typiquement, moi j'entends beaucoup, ils nous font passer des case studies pour avoir des idées. Bullshit. Ça dépend des boîtes, mais les boîtes pour lesquelles j'ai bossé, chez Stuart, il n'y a pas forcément, on va dire, d'idées à proprement dites parce qu'on fait passer les case studies sur des boîtes qui ne sont pas liées à Stuart. Ça peut être du Spotify, du Airbnb. Ça peut être cool de voir comment tu réfléchis, mais on ne veut pas que ça soit du travail gratuit quand tu fais un case study. Et chez Hitch, à l'inverse, on utilisait un case study lié à Hitch. Mais par contre, sur, par exemple, une feature qu'on avait faite il y a 3 ans. Donc, la personne allait rien réinventer et on n'attendait pas à ce qu'elle réinvente la chose. C'était juste pour qu'on voit un petit peu comment elle arrive à s'adapter à notre secteur d'activité. Mais non, quoi. Moi, je dirais ça a pu être vrai il y a 6-7 ans, mais ça l'est clairement plus aujourd'hui. Ça l'est clairement plus aujourd'hui. Tu veux dire de manière générale, c'était vrai dans la tech il y a 6-7 ans Ouais, je pense que ça a pu être vrai. J'en ai fait les frais aussi, je crois. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est clairement plus le cas. Ça a trop été pointé du doigt, donc les recruteurs font très très attention. Toutes les boîtes dans lesquelles j'ai été, ça a toujours été des use cases sur justement des fonctionnalités ou des initiatives que l'on avait lancées il y a quelques années et qu'on avait mises en place ou pas, et sur lesquelles justement on veut voir la réflexion du candidat, sa façon d'approcher le problème, de chercher à faire de l'idéation, faire du brainstorming, des choses comme ça. C'est plutôt ça qu'on cherche à voir aujourd'hui, mais sur des cas qui ont déjà eu lieu dans la boîte, en tout cas chez Deezer et dans d'autres boîtes dans lesquelles j'ai été. Donc je crois que c'est vraiment un mythe aujourd'hui. Ok, autre assertion, alors j'en ai pas mal pour vous, donc on va essayer d'enchaîner. Autre assertion, quand tu es recruteur et que tu dois revenir vers un candidat, très difficile de dire la vérité, de lui dire frontalement la vérité. C'est toujours de dire la vérité. C'est toujours dur de donner une réponse négative. Je pense que la nature humaine, on n'aime pas blesser les gens. Mais par contre, oui, pour certains recruteurs, je pense qu'ils auront du mal et du coup, ils vont te sortir un truc qui permet de prendre une petite... de se dédouaner facilement. Mais moi, je sais que j'aime pas faire ça. Et souvent, du coup, les candidats sont surpris parce qu'ils ont un feedback entre guillemets violent, mais qui va les aider. Et les bonnes personnes le prennent bien. Ça m'est arrivé de prendre des petits retours. C'était mal pris, mais au moins, je pense qu'on était sûr d'avoir pris la bonne décision, qu'un PM qui n'est pas capable de recevoir un feedback, qui plus est construit, c'est quand même pas bon signe. Mais je pense qu'on n'est pas tous égaux sur ça. Et il y en a pour qui c'est difficile. Et je pense qu'ils esquivent un peu le vrai feedback qu'il faut. Je sais que j'ai pas encore eu l'occasion de le faire chez Stuart, mais je le ferai. Mais chez Hitch, on a à tous les niveaux, que ce soit par mail, si c'était un candidat qui avait fait passer qu'une étape ou deux max, on lui faisait un retour assez détaillé. Si quelqu'un qui était allé au bout, c'était un appel avec un vrai feedback ultra complet aussi en face à face. Donc là, c'est un peu oui et non, quoi. Alors, ok. Un autre mythe qui ressort beaucoup, c'est celui de la discrimination positive. C'est celui où quand on fait un profiling de la personne qu'on veut, on va dire
la discrimination, qu'elle soit positive ou pas, c'est pas le débat, mais en tout cas, on va discriminer non pas sur de l'expérience, du background ou des compétences, mais plutôt sur on a trop de mecs dans l'équipe tech, on veut une femme, ou alors on veut quelqu'un qui ait moins de 30 ans, ou voilà, mythe ou réalité? Non, réalité. Réalité, ça peut arriver, hein, effectivement. Enfin, dans la tech, oui, on essaie d'avoir un peu d'équité dans les équipes, c'est très compliqué. Donc, parfois, on cherche effectivement des profils féminins pour équilibrer tout ça, mais bon, on n'y arrive pas. Donc, ce qui va prévaloir, ça va être les compétences, bien évidemment. Ouais. Donc on ne se ferme absolument pas, on va voir tout le monde, mais en revanche, s'il y a deux très très bons profils qui sont vraiment au même niveau et que tu as un homme et une femme, si on peut avoir une femme dans ce monde de mecs et inversement, si on peut avoir, enfin, j'imagine dans d'autres secteurs, des hommes dans un monde de femmes, on va essayer d'équilibrer en fait, parce que c'est important d'avoir de la diversité dans les équipes. Ouais. Réalité à 100% pour femmes dans l'équipe. Tu vas l'entendre et des fois même en tant que recruteur, c'est toi qui vas dire on est une boîte sur laquelle en fait on communique sur le fait qu'on veut de la diversité, mais quand tu regardes l'organigramme, ils sont tous blancs, 35 ans, qui viennent de la même école, et des mecs, donc ça va pas. Donc il faut que ce que tu communiques à l'extérieur, ce soit vrai à l'intérieur. Donc il faut faire ces efforts-là parfois. Et comme disait Alex, parfois tu cherches et tu ne trouves pas, de toute façon. Donc il y a le mix, il y a peut-être le genre, mais on verra les compétences aussi. Hein. On ne va pas recruter quelqu'un qui n'a pas les compétences. Mais sur l'âge, je pense que là, j'ai jamais entendu, il me faut quelqu'un qui ait moins de 30 ans. Ça, c'est du bullshit, je pense. Les gens ne le disent pas, mais par contre, peut-être qu'il y a un biais au niveau de l'âge. Quand tu regardes un peu sur Welcome to the Jungle, les boîtes de l'écosystème, c'est tous tout le monde entre 28 et 35 ans. Ça, c'est un problème. Même moi, là, je commence à y réfléchir, voir un peu avec les RH, parce que je me dis bientôt, je vais être périmé, quoi. J'ai 33 piges et bientôt, on va me jeter. On va me dire, t'es plus calé, startup, faut que tu dégages. Donc ça, il faut qu'on y fasse attention. Et je pense que ça va devenir un vrai sujet aussi. Ok. Alors, dernière assertion. Parfois, on va garder un candidat ou une candidate, on va le garder dans le pipe en lui faisant passer plein d'entretiens, plein de rounds, même si on sait que probablement on va pas lui faire une offre. C'est un peu, voilà, une manière détournée de gagner du temps par rapport à d'autres candidats. Ça, c'est oui et non. Parfois, quand il y a ça, c'est de se dire aussi, on est dans un. Je pense que la France, on a 10 ans de retard sur la culture produit. Et du coup, il manque du monde. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a plein de bootcamps qui sortent. Et c'est cool parce qu'on a besoin que les gens soient formés. Et du coup, sur certains profils, c'est un peu des paris. Donc, c'est pas histoire de se dire, on met dans le process si on n'y croit pas, mais on essaie de voir à chaque étape, est-ce qu'il confirme en fait le potentiel qu'on a vu et on assesse, enfin, on essaie de tester différentes compétences à chaque étape. Il y en a qui vont aller loin et qui vont prendre un scud à la fin, mais parce qu'il manquait ce qu'on cherchait. Mais je pense que c'est pas forcément pour les faire attendre. En tout cas, chez nous, moi dans mon expérience, quand on sait que c'est non et qu'on voit que ça va pas le faire du tout, on arrête tout de suite. Le but, c'est pas de perdre du temps aussi à des gens. Si tu as une étape où tu dois rencontrer 4 personnes derrière, moi, ça m'intéresse pas d'être recruteur et de lui envoyer quelqu'un qui, normalement, devrait pas y arriver parce qu'on l'a vu à l'étape précédente. Ouais. Donc, tu veux pas faire perdre de temps au candidat ni au hiring manager. Donc, si la personne fait plusieurs étapes mais qu'elle prend un scud, ça arrive. Ouais. Alexandra, tu veux dire un mot là-dessus? Ouais, moi je trouve que c'est. En fait, je pense que ça dépend vraiment des types d'organisation et puis de si on gère bien ou pas son recrutement. Enfin, je pense que parfois c'est aussi parce qu'on est un peu débordé et que, comme dans tout, on n'est pas capable de donner une réponse très rapidement. Et c'est pas vraiment parce que non, on veut pas donner une réponse, c'est simplement parce qu'il y a plein de choses qui arrivent en même temps et que des fois, ça passe à la trappe et on a une réponse 3 semaines après. Ouais. Après, je sais que dans tous les services de recrutement, chez Deezer en tout cas, on essaie de donner des réponses très, très rapidement parce que c'est toujours très frustrant pour les candidats. Donc voilà, donc, si c'est arrivé qu'on ne vous ait pas donné de réponse de suite, c'était vraiment pas, c'était malencontreux, mais c'était pas voulu.
Alors, dans la question de départ sur la chatbox là, de Zoom, vous avez quasiment toutes et toutes répondu avoir des tips pour passer un peu pour anticiper cette question-là. On va y arriver. On va y arriver. On va juste, avant ça, essayer de décortiquer un peu les raisons qui se cachent derrière une réponse comme celle-là pour les différents types de profils. Je propose de faire l'exercice pour les 3-4 différents types de profils un peu, qui couvrent une grande partie des profils. Voilà. Je propose de faire l'exercice pour les profils qui n'ont pas d'expérience qui ont de l'expérience en startup, mais pas en produit. Ça va être quoi les raisons de désolé, votre profil n'est pas assez expérimenté? En fait, ça dépend. Je pense que chacun est différent. Si on recherche quelqu'un, je sais pas, je te dis, avec 5 ans d'expérience, que la personne a de l'expérience en startup et qu'elle n'a pas vraiment fait de produit, mais elle comprend parce que peut-être qu'elle était aux ops, etc. Tu lui dis non parce que tu as besoin de quelqu'un tout de suite. Et si tu demandes de l'expérience, c'est parce que tu n'as pas le temps d'accompagner, où les équipes sont assez petites et du coup, tu n'as pas le temps de faire monter la personne en compétences. C'est souvent une des raisons. Mais tu peux avoir, tu as différents cas. J'ai un cas en tête où on avait mis une personne dans un process qui avait 0 expérience en produit. On était sur un profil où on avait un peu plus de bande passante pour se dire on peut tester, on peut faire entrer des candidats en process qui ont un potentiel. La personne en question était assez jeune, mais elle avait déjà monté sa propre boîte. Donc, elle avait une vision en fait un peu globale et une certaine connaissance en fait de plein de problématiques clients, etc., qui nous intéressaient. Donc, elle a passé le premier filtre et même plusieurs étapes. Donc, en fait, tout dépend dans quel contexte l'équipe produit se trouve, ce qu'elle cherche. C'est un peu compliqué, je pense, de donner une réponse un peu généraliste. Ouais, moi, je suis assez d'accord. Je pense que clairement, quand on vous dit non dans une startup, c'est parce que clairement, l'organisation n'est pas adaptée pour accueillir un PM junior. Souvent, dans les petites startups, le premier PM, il faut qu'il ait quand même un petit peu de background et qu'il sache mener une équipe tech, gérer son go-to-market, etc. Donc, si vous venez à peine d'arriver, ça ferait peut-être un peu too much sur vos épaules. Donc, du coup, je pense que c'est essentiellement ça la raison dans les petites startups. Essayer de trouver quand même des boîtes qui ont déjà un peu une structure produit et qui soient capables de vous accompagner parce que clairement, vous n'avez pas envie d'être le premier PM d'une petite boîte sans avoir d'expérience. En tout cas, c'est mon expérience de product manager. À part si vous voulez faire un burn-out. Ouais. C'est clair. OK. Et pour alors, ça c'est un des profils que j'avais en tête. L'autre, c'est aussi les profils qui n'ont pas forcément d'expérience dans la tech en général, dans les startups. Voilà. Pourquoi est-ce que ça arrive de dire non, désolé, votre profil n'est pas assez expérimenté? Qu'est-ce qui se cache derrière? Alex, je peux y aller si tu veux. Ouais, non, vas-y. Parce que je te voyais réfléchir, je me suis dit pendant que tu cherches, je t'ai dit. Vas-y, oui. Je cherche la bonne réponse. En tout cas, je ne sais pas s'il y a une bonne réponse, mais ces profils qui n'ont pas d'expérience en startup, souvent, moi, je vois des gens qui veulent basculer dans le produit, qui ont fait du project management ou qui ont bossé dans des boîtes de consulting. Et de temps en temps, j'essaie de voir un petit peu, je vois qu'il y a des profils qui ont l'air quand même intéressants. En fait, quand tu creuses souvent dans les entretiens, tu leur parles, ouais, en fait, quelle était la méthode? Est-ce que tu as déjà bossé en tant que PM? Et je dis, ouais, j'ai été project manager. Tu te dis, bon, si déjà on n'est pas d'accord sur le titre et sur en fait, le job en fait, à proprement parler, ça va être compliqué. Et souvent aussi, c'est une demande des hiring managers. Ils préfèrent quelqu'un
qui a déjà l'expérience, encore une fois, souvent parce que la bande passante de l'équipe est petite et que le CPO, il n'aura personne pour accompagner parce que tu es sous-staffé. Mais là où on disait tout à l'heure, tu vois, pour les profils qui n'ont pas d'expérience en produit, que bah, voilà, c'est une question un peu de juniorité, de formation, machin. Est-ce que là, on n'est pas sur une question plutôt d'état d'esprit, enfin, mindset, quoi, de culture par rapport à la culture tech et startup? Ouais, mais c'est complètement ça. Et je te Et, dis, une fois que tu le creuses avec certains candidats, tu te rends compte qu'en fait, il y a vraiment ce gap. Alors peut-être pas avec tous, mais en tout cas, moi, ça a été mon expérience de voir que pour beaucoup d'entre eux, à qui enfin, moi, je m'arrête pas qu'à ça. J'essaie d'aller plus loin et de proposer d'autres profils parfois au hiring manager, mais en fait, souvent, ces profils-là, ça bloque assez rapidement. Tu te rends compte qu'il y a un écart énorme en termes de méthodo, en termes de vision, en termes d'être proche en fait des utilisateurs, clients, tu vas pas à la rencontre, tu es un peu entre deux, tu es consultant, etc. Donc c'est compliqué. Donc quand tu cherches, tu peux donner, je pense, la chance à des personnes sur un poste justement peut-être de PM junior pour qu'ils se fassent un peu la main. Mais quand tu as des candidats expérimentés qui viennent de ce milieu-là et qui veulent faire le switch sur un poste de PM tout aussi expérimenté, là, ça pose problème. Donc, il faut des fois qu'ils acceptent de repartir un petit peu plus bas et de se reformer. Et il y en a pour qui c'est compliqué. Et du coup, Thomas, c'est pas forcément de l'élitisme, c'est plus une question de mindset. Et justement, j'allais parler de ça à Lina, et tu peux peut-être y répondre, Alexandra, c'est la question des profils qui viennent pas du soft, mais plutôt du hardware, ou alors qui ont été product en grand groupe. Qu'est-ce qui peut pêcher à ce niveau-là? Qu'est-ce qui peut pêcher? En fait, c'est toujours la question, est-ce qu'il faut être tech, enfin, est-ce qu'il faut vraiment être tech ou pas? Moi, je suis pas du tout tech à la base, hein. Donc du coup, moi, je viens d'un univers très marketing, business, etc. J'avais absolument jamais fait de tech de ma vie quand j'ai commencé dans le product management. Et je pense que le rôle du product manager, à la base, c'est plutôt d'être leader, d'impulser certaines choses et de savoir amener une collaboration entre la tech, le marketing, le business, le design, etc. Donc, je pense qu'il faut avoir beaucoup de soft skills pour être PM, plus qu'être un ingénieur ou avoir travaillé dans la tech. D'ailleurs, voilà, j'en suis l'exemple. Hein. Au bout de 10 ans, je travaille chez Deezer, une boîte qui est hyper tech, hein, et je vous assure que pour autant, je ne sais pas coder. En revanche, les ingénieurs me parlent, je sais absolument de quoi ils me parlent, parce qu'au bout d'un moment, on comprend, on n'est pas idiot. Du coup, pour moi, la tech, c'est vraiment pas un frein, en fait. C'est plutôt votre capacité, je dirais, moi, à mener un projet de A à Z, à fédérer les gens autour de vous, à les impulser, voilà, à faire naître une passion. Toujours le storytelling. Pour moi, un PM, il fait du bon storytelling de A à Z en fonction de toutes les parties prenantes du projet et il arrivera à ses fins. Donc, en fait, moi, je pense qu'il faut s'enlever cette limite de la tech. Alors, il y a bien évidemment des postes qui nécessitent d'être PM tech parce que c'est vraiment ce qu'on vous demande de faire. Donc, ceux-là, vous les regardez pas. En revanche, un poste de PM, comme on en voit beaucoup, c'est surtout voilà, prendre une idée, la brainstormer avec toutes les parties prenantes et réussir voilà, à orchestrer toutes ces, tous ces stakeholders en fait, Ouais. à faire un truc sympa à la fin. Quoi. Alors, on va passer à la partie tips, la partie recommandation pour pas se prendre un scud comme celui-là. Et plutôt que de se donner des conseils un peu généralistes, on va essayer de décortiquer step by step. Moi j'aime bien faire l'exercice de décortiquer en fait les différentes étapes d'un entretien. Du coup, voilà, moi je suis product, j'ai pas forcément un profil expérimenté. Déjà, première étape, le filtre du CV. Comment est-ce que je fais pour passer ce filtre-là? Pour moi, c'est toujours pareil. Hein. Il faut, voilà, je ne sais plus combien tu as dit, Julien, 7 secondes ou 8 secondes pour faire une bonne première impression. Donc, c'est vraiment voilà, ce qu'on va mettre dans le CV et les premières choses que l'on va remarquer. Donc, se démarquer. Essayer de se démarquer en 7 secondes.
J'aimerais bien rebondir là-dessus. Du coup, les lettres de motivation, est-ce qu'elles ont encore leur place dans tout le process de recrutement? Moi, je pense que ça dépend des boîtes. Il y en a qui en demandent et d'autres qui en demandent pas. Souvent, quand tu postules en ligne, le CV est demandé ou le LinkedIn et la lettre de motivation, c'est un bonus. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui ait le temps de les regarder, surtout quand tu vois la qualité des peu de candidats en fait qui continuent d'en envoyer. Si c'est pour nous envoyer un copier-coller que vous avez trouvé sur Google, tout éclaté, ça sert à rien. Euh, Franchement, je préfère quelqu'un qui me fasse pas une lettre de motivation avec, on va dire, cadré avec la norme, etc., mais qui me fasse un paragraphe sur ce qu'il a pu faire, ce qu'il comprend du rôle et ce qu'il voit, qu'il peut apporter, et raconter une histoire. Euh, et ça peut marcher, ça peut faire la différence. Pour revenir sur le CV, je pense que c'est important d'avoir le titre en gros. Et mettez-moi pas du Rainbow Maker ou du Product Guru Ninja ou je sais pas quoi. Et ensuite, avoir un petit paragraphe sur en fait qui vous êtes et quelles compétences vous avez développées et ce que vous voulez faire. Voilà, rapidement. Et après, vous détaillez un petit peu vos expériences, comme on a dit, avec des résultats, des choses un peu plus concrètes, plutôt que de copier-coller des fiches de poste. Et justement, Julien, pour se démarquer dans cette étape-là et faire en sorte qu'on reçoive un coup de fil, quoi, est-ce qu'on doit faire passer son CV par d'autres moyens que les grosses plateformes, typiquement? Est-ce que c'est une option de faire ça? Les CV, de toute façon, c'est simple. Que vous postulez via LinkedIn ou autre, ils arrivent dans l'ATS, dont on a parlé tout à l'heure, le logiciel de gestion de candidature, et on va le voir, quoi qu'il en soit. Ce qui est bien de faire, si vous voulez aller un peu plus loin et si vous voyez que ça traîne un petit peu en longueur au niveau de la réponse, parce que déjà, c'est pas normal. Si vous n'avez pas de réponse, c'est pas cool. Ça vous est dû. Vous avez postulé, vous avez fait un effort, on vous doit une réponse. Donc, si ça traîne un petit peu en longueur, faites en sorte de postuler en ligne et ensuite essayer de trouver une personne côté produit ou au recrutement et dire hey, j'ai envoyé ma candidature tel jour pour tel poste. Des fois, il y a un code. Et comme ça, le recruteur ou la recruteuse peut aller vite fait voir et dire ah, désolé, je n'ai pas eu le temps ou ça ne va pas le faire, mais au moins vous pouvez avoir une réponse et passer à autre chose. Je pense que ça peut être un bon truc à faire en termes de follow-up. Ça se faisait beaucoup quand j'étais au Canada. Je me faisais défoncer de messages LinkedIn sur ça et ça m'allait bien tant que la personne me disait ok, j'ai postulé à tel poste. Parce qu'elle me dit j'ai postulé, oui, c'est cool, mais il y a 200 000 candidats, comment ça se passe? Et sur le CV, est-ce qu'il vaut mieux, on en parlait un petit peu Alexandra, est-ce qu'il vaut mieux tweaker un peu son expérience, la modifier un peu, retirer certaines choses, parler produit, même si notre rôle était plutôt projet, enfin, ce genre de choses? Ouais, alors tweaker, mais sans mentir, hein, c'est vraiment tweaker dans le sens où ce que je disais, c'est pas parler du passé, mais plutôt parler du futur et de ce dont vous êtes capable ce que vous êtes capable de faire et d'apporter à la société par ce que vous avez déjà réalisé en fait. Il faut toujours pareil, le storytelling, c'est être capable de mettre en avant ce que vous serez capable d'apporter à la boîte au travers de ce que vous avez déjà réalisé dans les autres boîtes. Donc oui, tweaker son CV, il faut se marketer, hein, c'est comme ça. Quand vous allez être PM, vous allez devoir inspirer les gens à vous suivre, etc. Donc c'est une bonne première chose, c'est inspirer les recruteurs pour vous embaucher. Exact. Et quand on dit tweaker, c'est ça, c'est un peu customisé. Et faites pas un CV one size fits all. C'est essayer de customiser. Si je suis recruteur je postule pour quelque chose orienté plutôt data uniquement, je vais peut-être enlever tout ce que j'ai fait côté produit, focus sur le produit, focus sur le design, et je vais me concentrer sur tous les postes un peu orientés à data engineering, data science, pour qu'ils voient que j'ai une expérience qui leur correspond pour leurs besoins à eux. Donc, essayez de faire pareil. Il y a des choses transverses que vous avez pu faire. Si ça match avec la boîte, essayez de mettre ça en avant plutôt que d'autres projets qui sont très cool, peut-être même mieux pour vous, mais qui ne correspondent pas à cette boîte. Donc là, j'ai tweaké mon expérience, j'ai mis un title en gros product manager, j'ai mis une phrase de malade, j'ai parlé au futur, j'ai passé l'étape du CV. J'arrive à la première étape qui en gros est l'entretien initial. Comment est-ce que je fais
pour passer cet entretien et pas me prendre un « désolé, votre profil n'est pas assez expérimenté » à la fin? Déjà, moi, j'estime que si vous êtes arrivé à cette étape-là, c'est que l'expérience, en fait, le niveau d'expérience convient et acceptable pour le recruteur. Donc, en fait, c'est plutôt une question de convaincre et de mettre en avant justement vos qualités. Alors, si vous n'avez absolument pas d'expérience, on va surtout vous juger sur vos soft skills. Donc, c'est plutôt les compétences non techniques. Donc, est-ce que vous êtes capable d'empathie? Est-ce que vous êtes capable d'organiser un projet, de faire collaborer des personnes, etc. En fait, c'est plutôt sur ça, quand on n'a pas d'expérience, plutôt que sur vraiment de la technique pure. C'est surtout sur vos compétences non techniques qu'on va vous juger. Voilà. Complètement. Si vous avez passé l'étape du CV, premier entretien, généralement avec le recruteur ou une personne de l'équipe PM, mais c'est vraiment un entretien où on ne va pas rentrer à fond dans le détail de votre expérience en tant que PM, mais on va vouloir confirmer qu'il y a peut-être ce charisme, cette curiosité pour l'idée une team produit avec tout ce que ça comporte. Du coup, on va chercher ça, la curiosité du candidat, comme disait Alex, l'empathie, le dynamisme, voir un petit peu si elle arrive à donner des réponses concises. Un PM, il doit être organisé, il y a 20 000 tâches à faire, 20 000 équipes qui bossent sur plein de projets différents. Si on arrive à trouver ça en entretien, ça peut être intéressant. Mais souvent, de plus en plus, les boîtes de l'écosystème, elles ont passé sur un mode d'entretien structuré. Vous aurez des questions comportementales ou situationnelles. Donc, essayez de vous entraîner un petit peu en amont, parce que penser à une réponse comme ça tout de suite sur ce type d'entretien, c'est un peu compliqué parfois. Donc, savoir expliquer correctement vos expériences et ce que vous avez réussi à faire, c'est ultra important, surtout pour ce premier entretien. Et surtout, n'hésitez pas non plus à prendre des exemples dans votre vie quotidienne. Vous avez peut-être des hobbies, vous avez peut-être participé à des projets en dehors de la vie professionnelle, etc. Enfin, peut-être président du club de je sais pas quoi. Enfin, peut-être ce genre d'expérience aussi, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ça montre votre capacité à gérer des projets, travailler avec des gens, en fonction de ce qui est demandé, quoi. Utilisez aussi ça. Donc, j'ai mis en avant mes expériences, j'ai passé l'étape des soft skills, j'ai dit que j'étais président du club boissons et amis de mon école, et j'arrive à l'étape technique, étude de cas. Comment est-ce que je fais pour passer ça? Alors que voilà, je suis toujours le même, je n'ai pas d'expérience en produit, peut-être des expériences entrepreneuriales, mais pas beaucoup plus, quoi. Si tu es arrivé là déjà, c'est que il y a une confiance en fait sur le profil et qu'on veut voir quel type de PM tu es. Et on en revient peut-être à la curiosité, mais tous les bons PM que je connais, c'était des tueurs en case study parce que, par exemple, je sais pas, j'imagine que chez Alex, chez Deezer, elle va attendre à ce qu'un PM peut-être, alors au case study sera différent, mais si on utilise un case study par rapport à la boîte, utiliser le produit, peut-être aller à faire des entretiens utilisateurs, d'être vraiment curieux et de maîtriser son sujet. Donc pareil, si c'est un case study pour une autre boîte, Airbnb, on connaît un peu tous, faire des entretiens avec des gens qui ont utilisé l'outil, regarder, télécharger, être curieux et montrer qu'on s'intéresse. Je pense que ça va loin. Et il y en a qui poussent le truc très très loin. Et ça fait une différence énorme entre quelqu'un qui n'aura pas pris le temps de regarder la data, de citer ses sources ou de balancer d'assumer peut-être des hypothèses, mais qu'elles ne sont pas backées par de la recherche, de la data, sans citer les sources. Ça, c'est des petits signaux qui sont assez négatifs souvent. Ouais.
Par exemple, concrètement, entre quelqu'un qui n'a pas d'expérience et qui déchire son cas, VS quelqu'un qui a d'expérience, qui réussit le cas, mais moins bien que l'autre candidat, comment est-ce que tu départagerais ces deux candidats? Moi personnellement, en tout cas, le cas est important, mais il y a aussi une part de feeling, hein, une part de ce que le candidat a réussi à te faire passer. Bon, le cas est très important quand même, parce que c'est ce qui permet de voir si tu es structuré, si tu arrives à bien organiser ta pensée, etc. Et effectivement, comme disait Julien, si tu es user-centric, si tu crunches la data, si tu fais du benchmark, en gros, si tu es motivé, curieux et capable de creuser un sujet. Donc, c'est hyper important, mais quand même, le côté feeling avec la personne. Quelqu'un qui fait un super cas et qui, par exemple, pour moi, n'a pas les soft skills nécessaires, en fait, il ne passera pas le filtre. Parce que moi, j'ai besoin que cette personne-là aussi fit avec l'équipe. J'ai besoin d'une personne qui va s'adapter à la culture, etc. Donc, il aura beau avoir fait un cas grandiose, voilà, de maître. Si dans sa personnalité, ça ne matche pas avec ce qu'on recherche, moi, en tout cas, j'aurais du mal à prendre cette personne dans l'équipe. Je pense qu'il y a ça, il y a la partie cas où tu vas présenter, tu vas être super bon, mais souvent on va te challenger. Tu présentes ça à une équipe qui va essayer de creuser un petit peu, qui va te poser des questions. On va voir comment tu rebondis, comment tu prends le feedback, parce que peut-être on va dire ça, tu aurais peut-être pu faire différemment. Ça pareil, c'est les signaux faibles qu'on est en train de te tester sur les soft skills, et que si tu as fait un cas incroyable, mais que tu n'arrives pas à rebondir sur les questions qu'on te pose correctement, que tu prends mal le feedback, ça le fera sûrement pas. C'est souvent une des causes. Et ça, souvent, c'est un peu dur à donner en feedback. Donc là, mon étude de cas, effectivement, s'est bien passée. Il y a eu du feeling. J'arrive au dernier round. J'ai le CEO de l'équipe ou alors le leader de la Product Squad, CPO, la CPO, que sais-je encore, la Team Fit à aller chercher. On est shortlisté, il reste 2-3 candidats. Qu'est-ce que je fais pour aller au bout, quoi, passer la ligne d'arrivée, rassurer sur mon profil alors que j'ai pas encore cette expérience. Voilà, les autres de l'équipe n'ont pas forcément vu. Il n'y a que vous qui me connaissez. Enfin, qu'est-ce que je fais? Montrer sa motivation, rassurer aussi sur le fait qu'effectivement, on n'a pas l'expérience, mais qu'en tout cas, on a la volonté d'apprendre, qu'on a la capacité aussi de s'adapter et rappeler deux, trois éléments qu'on a, enfin, deux, trois key takeaways qu'on a eu des entretiens précédents et à quel point je pourrais avoir un impact sur ces points-là. Bien montrer qu'on a compris les enjeux du poste et aussi les enjeux du recruteur et la volonté en fait de contribuer au succès. Je trouve que c'est important en fait. Voilà, ne pas montrer qu'on est laxiste, mou. Et est-ce que baisser son salaire, ça marche? Je te fais 10%. Non, pas vraiment. Non. Okay, je m'en doute. Non, parce qu'on est aussi capable de donner un petit peu plus quand on est vraiment convaincu quand on veut vraiment un candidat, parce que voilà. Ouais. C'est le salaire, ça compte pas. Parce que je suis assez d'accord. Si tu embauches quelqu'un juste pour son. Si tu viens dans une boîte juste pour le salaire, en fait, c'est pas bien pour le recruteur, parce que potentiellement la personne elle pourra partir très rapidement en fait dans une autre boîte qui lui proposera un meilleur salaire. On a besoin de personnes motivées, engagées, passionnées. Ça fait partie, en tout cas chez Deezer, ça fait partie des valeurs, tu vois, vraiment le côté passionné, engagé, motivé, quoi. Yes. Plus que le reste. Ok. Vous avez quelques conseils à donner pour pas déprimer après une réponse négative? Que tout le monde a été candidat. Je suis recruteur, mais j'ai été candidat plein de fois. J'ai pris des scuds. Ça fait partie du jeu. Ça ne veut pas dire que je suis une quiche, mais sur le moment, c'est sûr que on peut être déçu. Mais ça ne remet pas en cause la personne que l'on est. Je crois que je l'ai dit au début. Il faut vite passer à autre chose. Ça ne se joue à rien. La question d'avant, c'est comment on fait pour, quand tu arrives à l'étape
final pour convertir, ça se joue à peu de choses. Il suffit que tu sois dans un mauvais jour, que tu n'arrives pas à aligner ton discours, etc. Ça ne va pas le faire parce que tu n'auras pas envoyé les bons signaux. Est-ce que ça veut dire que tu es une mauvaise personne pour autant ou que tu n'es pas la bonne personne? Non, ce jour-là, ça n'allait pas. Mais si tu arrives déjà en dernière étape, sachant que sur un process de PM, vous allez sûrement en avoir 4-5 avec des case studies, ça veut dire que si vous avez fait ça dans cette boîte-là, vous arriverez à le faire ailleurs et vous arriverez à vous convertir. Donc, je pense qu'il faut se dire ça, c'est que ça arrive. Il faut garder le moral. Le tout, c'est d'essayer de progresser à chaque fois. Et de demander le feedback. Voilà, c'est pas définitif, mais demander vraiment les vraies raisons du feedback et essayer de prendre tout ce qu'on vous dit et d'aller chercher le bon feedback, pas celui dont on a parlé au début où c'est la réponse qui va bien parce que c'est facile à donner, mais la vraie raison. Yes. Et Alexandra, est-ce que tu veux nous donner, à l'inverse, des conseils pour ne pas s'enflammer après une réponse positive? Pourquoi ne pas s'enflammer? Ouais. Pourquoi on ne s'enflammerait pas? Ou alors peut-être qu'il faut s'enflammer en réalité. Il faut s'enflammer, champagne, grosse soirée avec des masques, distanciation sociale et tout, quoi. Non, s'enflammer. Enfin, moi je trouve ça toujours toujours chouette de manifester son enthousiasme pour le poste. Et donc, non, ne pas s'enflammer, peut-être pas directement le poster sur LinkedIn, c'est bon, j'ai été recruté, etc. Parce qu'après, ça peut démontrer une mauvaise image de la personne, mais plutôt rester humble et juste manifester son enthousiasme auprès du recruteur, dire j'ai hâte de rejoindre vos équipes, de travailler sur tel et tel sujet. Souvent, il y a 3 mois qui se passent, quand on est déjà en poste, il y a 3 mois qui se passent entre le moment où on quitte son poste et où on accepte le job et où on arrive dans la boîte. C'est bien de s'intéresser à ce qui se passe, demander aussi de la lecture pour déjà s'onboarder, etc. Si on a le temps, bien évidemment. Enfin, moi, je trouve ça toujours très appréciable en tant que recruteur quand les PM me disent qu'est-ce que je peux lire en attendant. Ça démontre une certaine motivation et puis ça permet aussi de rentrer, de s'onboarder gentiment. Mais ça, on ne peut pas l'exiger parce que bien évidemment, ça dépend de plein de choses. Donc, en tant que recruteur, c'est toujours bien vu. Mais on ne peut pas l'exiger et puis de toute façon, ça serait pas faire. Mais ouais, expliquez tout, manifestez votre enthousiasme auprès des équipes, juste pas sur LinkedIn et les réseaux sociaux, quoi. Canon. Merci pour tous ces conseils. Désolé, on n'a pas pu répondre à tout, mais en fait, il y a plein de webinars qui vont être assez spécifiques à pas mal de questions qui ont été posées sur l'agilité, le product marketing, sur les choses à faire tout de suite quand on veut décrocher un job et qu'on n'a pas d'expérience. Donc, on va revenir sur tous ces points donnez-nous votre impression, s'il vous plaît, entre 0 et 5 dans le chat. Merci. Je vous ai partagé notre chaîne YouTube. Je vais vous partager notre nouveau lien sur SwitchUp pour que je le retrouve. Et merci beaucoup, Alexandra. Merci beaucoup, Julien. Merci de votre présence. C'était génial de vous avoir. Ça corrobore pas mal de choses et ça nous fait découvrir vraiment beaucoup de choses aussi. Accrochez-vous pour celles et ceux qui sont là, qui veulent devenir PM. Donc, franchement, c'est un état d'esprit, c'est beaucoup de compétences et tout, mais c'est beaucoup aussi de travail en vrai. Hein. Il faut s'accrocher, quoi. Et pour travailler, faut être passionné, il faut aimer ce qu'on fait. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez qu'on parle de Maestro à un moment donné, à venir nous voir. Nous, on a pas mal de sessions qui arrivent et la prochaine est quasi full, donc n'hésitez pas. Et je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Merci à tous. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre temps. Merci.